Bonjour à tous. Bienvenue à ce Facebook en direct. C'est notre rencontre mensuelle pour parler des sujets qui intéressent les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et les proches aidants. Donc aujourd'hui, on va discuter de la technologie et comment elle peut être utilisée pour soutenir les personnes qui vivent avec la maladie et les proches au quotidien. Pour explorer ce sujet, on a le plaisir d'accueillir Amel Yadaden. Bonjour Amel. Bonjour. Donc, Amel est candidate au doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal et elle est également ergothérapeute agréée depuis 2018. Et Amel poursuit une carrière dans le domaine de la recherche pour trouver des solutions innovantes qui aideront les aînés à vivre avec un trouble neurocognitif et à vieillir chez eux, donc en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, Amel, c'est le mois de l'ergothérapie. Vous êtes vous-même ergothérapeute. Pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle d'un ergothérapeute, comment un ergothérapeute peut aider, soutenir les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer? Merci beaucoup d'abord, Lorraine et la Société d'Alzheimer de l'invitation pour ce panel. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici, puis surtout que c'est le mois de l'ergothérapie. J'ai un peu un parti pris pour ce mois-ci. Et donc, le 27 octobre, c'est la Journée internationale des ergothérapeutes. Donc, j'invite tout le monde à profiter de cette journée-là pour se sensibiliser et apprendre un peu plus sur le rôle de l'ergothérapie, qui est encore méconnu, pourtant qui est très, très en demande et donc les besoins se font ressentir de plus en plus. Donc, le rôle d'un ergothérapeute, c'est vraiment d'aider les personnes à surmonter plein d'obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, que ce soit des obstacles physiques, des obstacles liés à l'environnement, des obstacles liés à l'activité qu'ils réalisent ou des obstacles sociaux, économiques, qui peuvent entraver leur capacité à réaliser leurs activités quotidiennes, donc à se réaliser pleinement. Donc, l'ergothérapeute, son rôle, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie de ces personnes en favorisant leur indépendance, donc leur autonomie et leur sécurité. Donc, l'ergothérapeute, il va évaluer les besoins, il va développer un plan de traitement, puis ce plan de traitement va être axé soit sur l'environnement de la personne, soit sur l'activité qu'elle réalise, soit sur elle-même, donc sur ses capacités physiques et cognitives. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'avec les technologies, on peut agir sur ces trois grandes catégories-là pour favoriser l'autonomie et la sécurité de la personne. Merci, Amel. J'ai oublié de vous rappeler aussi que vous pouvez poser des questions à tout moment en commentaire et ça nous fera plaisir d'y répondre pendant ce Facebook en direct. Amel, rester chez soi et rester indépendant, c'est une priorité pour beaucoup de personnes qui vivent avec la maladie et pour beaucoup de personnes âgées. Comment la technologie, elle peut aider ces personnes à faire face aux défis qu'elles rencontrent pour effectuer leurs activités dans la vie quotidienne? Mhm. Merci, Lorraine. Donc, ce que je disais, je vous ai un peu expliqué en grosso modo le rôle de l'ergothérapeute. Plus spécifiquement, avec une clientèle qui a des troubles neurocognitifs, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, le rôle de l'ergothérapeute va être vraiment très holistique. Donc, que ce soit au niveau de l'évaluation, que ce soit au niveau du développement de programmes d'activités personnalisées, que ce soit au niveau de la prescription d'aide technique ou aide technologique, on va y revenir, que ce soit au niveau de l'enseignement et de l'éducation, parce que l'ergothérapeute a dans sa boîte à outils toutes sortes de stratégies pour favoriser l'apprentissage de nouvelles routines, que ce soit des routines avec ou sans technologie. Donc, au niveau des personnes âgées qui vivent avec une maladie d'Alzheimer, ce qu'on sait, c'est que dans le quotidien de ces personnes-là, dès qu'on est en début de maladie, on voit des erreurs qui sont réalisées dans plusieurs activités qui sont des erreurs qu'on dit critiques, qui peuvent indiquer un risque à la sécurité et à l'autonomie de la personne. Par exemple, dans l'alimentation, le fait d'oublier de prendre ses repas, le fait de prendre un repas supplémentaire parce que justement, on a oublié qu'on en a pris un ou
complètement oublié. Ça peut mener à de la malnutrition, ça peut mener à une dénutrition, une perte de poids, une prise de poids. Et ça peut même mener à la consommation d'aliments toxiques et ça peut avoir des conséquences graves pour la santé. Au niveau de la médication, la même chose, plusieurs erreurs peuvent être commises et ça peut avoir un impact aussi sur, par exemple, l'inefficacité des traitements, le fait de prendre une médication qui n'est pas adéquate ou d'en prendre trop ou d'en prendre pas assez. Au niveau de la mobilité aussi à la maison, donc les déplacements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a un risque de chute. Et tout ce qui est lié aux activités de la personne, donc les déplacements extérieurs, ça peut amener de l'errance, la conduite automobile, les risques aussi lorsque la personne cuisine, lorsque la personne prépare des repas, ça peut avoir un risque d'incendie. Donc, tout ça, c'est des risques que l'ergothérapeute va aller évaluer et va proposer des solutions pour pallier à ces risques-là. Et c'est là que moi, mon rôle au niveau de la recherche, c'est d'identifier des solutions pour pallier à ces problèmes. Donc, au niveau des technologies, il en existe plusieurs dans plusieurs compagnies et ce qu'il y a de disponible aujourd'hui est quand même limité par rapport au potentiel de cette technologie-là, mais je vais vous en parler de plusieurs. Je ne sais pas jusqu'à maintenant si j'en ai perdu quelques-uns, s'il y a des questions. Alors, il y a une première question de Maud qui se demandait, donc par rapport à l'ergothérapie, à quelle étape de la maladie on peut demander de l'aide à un ergothérapeute et comment on peut faire la demande? Ben, c'est une excellente question parce que l'ergothérapeute va vraiment être impliqué tout au long du continuum de la maladie, que ce soit au niveau des personnes âgées saines qui n'ont pas de maladie, que ce soit au niveau du trouble cognitif léger qui peut ou non mener à une démence et que ce soit dans tous les stades de la démence, donc au début du stade de la maladie d'Alzheimer, quand c'est modéré et même quand c'est avancé et que la personne a besoin d'être institutionnalisée. Donc, le rôle de l'ergothérapeute va être différent selon les stades du continuum. Donc, quand on est au début du continuum, le rôle de l'ergothérapeute va avoir un rôle beaucoup plus axé sur la réadaptation. Donc, adapter l'activité, trouver des stratégies pour que la personne demeure active, demeure autonome. Et plus on avance dans le continuum, plus on va aller chercher de la compensation. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'avec les technologies actuelles, on peut utiliser la compensation aussi dès le début pour maintenir les capacités et rester actif aussi. Donc, c'est ce que je vais vous parler après. Donc, justement, tu parlais d'exemples de technologies est-ce qu'il y en a qui pourraient avoir des effets positifs? Est-ce qu'elles sont déjà disponibles sur le marché? Ce qu'il faut savoir avant, c'est qu'il existe une panoplie de technologies et la combinaison de l'utilisation de plusieurs technologies a été documentée pour améliorer la qualité de vie, améliorer l'autonomie et ça peut même retarder l'institutionnalisation jusqu'à 8 mois. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études qui le démontrent, mais certaines études rigoureuses démontrent qu'en utilisant des technologies et en les intégrant adéquatement dans la vie quotidienne de ces personnes, on est capable de retarder la relocalisation dans une institution jusqu'à 8 mois. Donc, 8 mois pour le système de santé, c'est énorme. Pour la personne aussi, c'est énorme parce que souvent, ben, c'est la volonté de la personne, c'est de rester le plus longtemps chez soi avec ses proches et dans son environnement familier. Donc, au niveau des technologies existantes, il y a plusieurs types de technologies. Donc, il y a les assistances à la mobilité. Il y a beaucoup on parle de marchettes intelligentes, de cannes intelligentes qui ont des capteurs qui détectent, par exemple, les risques de chute, les choses comme ça. Il y a beaucoup d'applications de suivi de la santé. On les voit de plus en plus dans nos téléphones, suivi les podomètres, donc suivi du nombre de pas par jour, le rythme de marche, etc. Et ce qui émerge le plus et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est domotique et maison intelligente. Donc, tout ce qui est système de capteurs connectés qui permettent de monitorer un peu les activités de la personne et d'intervenir quand il y a une situation critique. Par exemple, si la personne elle laisse allumer le four, est-ce qu'elle peut recevoir une alerte pour prévenir le risque d'incendie?
ou si la personne oublie de prendre sa médication, si le pilulien intelligent n'est pas capable, ne détecte pas que la personne a pris sa médication, il peut lui envoyer une alerte. Donc, il y a une panoplie de technologies. Puis, si vous allez voir, par exemple, sur le site de AgeWell, il y a une cartographie de plein d'entreprises en démarrage dans le domaine des technologies en vieillissement. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que une technologie, moi, en tant qu'ergothérapeute, c'est pas en donnant une technologie à la personne, puis en donnant le manuel d'utilisation que la personne va tout par magie devenir autonome et être sécuritaire à la maison. Donc, c'est là que le rôle de l'ergothérapeute est important parce que l'ergothérapeute, comme j'ai dit un peu plus tôt, dans son sac, dans sa boîte à outils, il y a une panoplie d'outils pour aider la personne à vraiment être capable d'utiliser ces technologies-là pour que ça puisse finalement lui être utile. Oui. Donc, est-ce que la technologie, elle peut aussi aider les personnes à comme, maintenir leur capacité cognitive, à les stimuler? En fait, c'est ça. En tant qu'ergothérapeute, c'est comme un peu une question qui est mitigée. Parce que c'est sûr que toute stimulation cognitive, puis ça, il y a des études qui le démontrent, ça va aider à maintenir une bonne santé cognitive globale. Donc, on parle des petits jeux de mémoire qu'on peut trouver en ligne. Il y a des logiciels comme Luminosity qui offrent vraiment des jeux sérieux qu'on dit pour les personnes qui veulent travailler leur capacité de mémoire, d'organisation, de visualisation. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que souvent, dans les études, ce genre de jeu, ce que ça va démontrer, c'est que ça va améliorer le score à un test. Donc, si on mesure, par exemple, les capacités de mémoire de la personne avec un test avant et après l'intervention, qui est le jeu, le- le- les jeux en ligne, par exemple, ou certaines technologies, c'est que ça va améliorer le score à ces tests-là, mais après, quand on va dans la vie quotidienne, la personne va quand même continuer à avoir des oublis, va quand même avoir des impacts au niveau de sa vie quotidienne en raison de ses omissions. Donc, je pense que ces jeux sont bons pour garder une bonne santé cognitive globale, mais les technologies, c'est beaucoup plus pour la routine quotidienne, pour être intégré dans la vie quotidienne plutôt que pour améliorer certaines capacités cognitives. Merci. On a une question de Vicky qui nous demande s'il y aurait un site où tous les outils potentiels sont listés ou est-ce qu'elle peut trouver plus d'informations? Oui, ben vraiment de plus en plus, c'est vraiment un domaine qui est en plein essor. Donc, donner juste un site, ça serait vraiment limiter toute l'étendue de tout ce qui existe. Comme j'ai dit, le regroupement stratégique AgeWell, donc c'est un réseau d'excellence à travers le Canada qui est vraiment spécialisé en Age Tech, donc technologie pour le vieillissement. Et eux, ils ont une cartographie de tout ce qui est start-up, entreprises qui vendent ou qui développent des H-Tech. Donc, ça, c'est une ressource intéressante. Sinon, il y a beaucoup de compagnies comme Egeria qui vendent aussi des technologies pour aider l'autonomie et la sécurité à domicile. Mais ça, c'est vraiment, Google, je pense, serait votre meilleur ami. Mais encore une fois, c'est pas en donnant une technologie à quelqu'un puis en lui donnant un manuel d'utilisation que tous les problèmes sont réglés. Donc, je pense qu'avant de prendre la décision d'acheter une technologie ou d'acheter certaines technologies, c'est vraiment important de consulter un professionnel de la santé et un professionnel de la santé qui est vraiment expert là-dedans. Donc, souvent, ce que je recommande, c'est d'aller voir un ergothérapeute qui est familier avec les H-Tech, puis à ce moment-là, ça sera beaucoup plus prometteur comme intervention. C'est ça, pour acheter des choses qui sont efficaces, en fait. Efficace et utilisable aussi. Et l'ergothérapeute, il va utiliser aussi des stratégies d'apprentissage adaptées à la personne pour que l'utilisation de ces technologies soit vraiment bien intégrée par la personne. Parce que une personne avec un trouble neurocognitif ou avec la maladie d'Alzheimer ne va pas apprendre à utiliser la technologie comme
juste en lisant un dépliant de comment l'utiliser. Il y a des stratégies d'apprentissage qui peuvent être mises en place, comme par exemple des techniques d'apprentissage sans erreur, qui sont une stratégie qui est utilisée par les ergothérapeutes pour favoriser l'utilisation de n'importe quel outil, que ce soit une aide technique ou une aide technologique. Donc, c'est vraiment un protocole que l'ergothérapeute va mettre en place pour que la personne soit capable d'utiliser la technologie. Et donc, voilà. Merci. On a 60 personnes avec nous actuellement, Amel, pour te dire. Ah, Donc, vraiment contente de voir que ça suscite autant d'enthousiasme. ma question suivante, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de proches aidants qui doivent accompagner des personnes et qui sont à distance. Et est-ce que la technologie, elle peut les aider dans leur rôle de proche aidant? Absolument. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours une balance à garder entre le fardeau des proches aidants, le fardeau des professionnels de la santé, l'autonomie de la personne. Tout ça, c'est vraiment une discussion qu'il faut avoir entre toutes les parties prenantes parce que avec toutes les technologies qui existent, il y a toujours moyen d'avoir, par exemple, une notification qui est envoyée au proche aidant ou que le proche aidant soit en mesure de vraiment avoir une surveillance de son proche aidé via, par exemple, les systèmes de suivi et de localisation, via les applications de rappel et de planification. Donc, maman, n'oublie pas ton rendez-vous, des choses comme ça. Mais c'est toujours une balance qu'il faut y avoir, puis il faut toujours garder le consentement libre et éclairé. Donc, avec ce genre de technologie, il y a beaucoup de partage d'informations et il faut être sensible à ça et s'assurer que la personne, même si elle a un trouble neurocognitif, est d'accord que ces informations soient partagées avec son proche aidant parce qu'il y a certaines informations sensibles et il y a aussi des fois des besoins de discrétion qui doivent être respectés. Mais souvent, ce que les personnes nous disent, c'est que ça ne me dérange pas de sacrifier un peu de ma vie privée si ça peut me donner plus de sécurité et ça peut me permettre de rester à la maison. Donc, ça, c'est quelque chose de bien, mais il faut s'assurer que ça soit effectivement le cas pour la personne qu'on veut aider avec la technologie. Merci. Et quels sont les obstacles actuels en fait pour pleinement utiliser les technologies et soutenir les personnes vivant avec la maladie et leurs proches dans leur quotidien au mieux? Oui, ben ça, c'est vraiment une question qui touche beaucoup mes projets de recherche parce qu'on veut vraiment voir c'est quoi les facilitateurs et les obstacles à l'adoption de ce type de technologie-là. Parce que en ce moment, il y a comme un boom au niveau des H-Tech, donc il y a beaucoup de développement, mais après, quand on est rendu dans l'implantation, on se rend compte que ce n'est pas aussi facile que le développement. Donc, que ça soit utilisé, que ça soit utilisé sur une longue période de temps, que ça soit bénéfique pour la personne. On n'est pas encore rendu à vraiment des études qui démontrent le bénéfice d'utiliser ce genre de technologie. Mais ce qu'on sait, c'est que tout ce qui est accessibilité, compétences technologiques peut être un obstacle. Protection de la vie privée, j'en ai parlé, et sécurité des données. On sait qu'il y a beaucoup de données qui sont collectées avec ces technologies-là et que c'est des données sensibles et ce n'est pas nécessairement consenti que ces données soient partagées. La complexité aussi de certaines technologies. On a des technologies qui sont très fines, mais des fois, l'utilisation, l'interaction avec ces technologies est assez complexe. Par exemple, tout ce qui est digital, pour certaines personnes qui ont, par exemple, des tremblements, des problèmes de sensibilité, ça peut être un obstacle. Les coûts, parce que veut pas, la technologie, surtout quand c'est une technologie qui est performante et qui est efficace, ben, ça peut être assez coûteux. Aussi, le fait d'intégrer plusieurs systèmes, parce qu'aujourd'hui, on a les H-Tech, qui, comme je vous ai dit, ça peut être pour la préparation de repas, ça peut être pour la médication, ça peut être pour les chutes, ça peut être pour l'errance, etc. Mais le fait d'intégrer toutes ces technologies-là ensemble, ça peut être très complexe et pour la personne et pour son proche aidant et même pour les professionnels de la santé. Parce que oui, les ergothérapeutes ont beaucoup d'outils dans leur caisse à outils, mais n'ont pas nécessairement les connaissances sur tout ce qui existe sur le marché au niveau des technologies parce qu'il en existe vraiment beaucoup. Donc, ça peut être aussi un obstacle. La résistance au changement, bien entendu. Quand on parle d'innovation, il y a toujours une partie qui va être résistante au changement et donc ça peut être un obstacle.
Puis, finalement, ben, tout ce qui est besoin de personnalisation. Donc, souvent, on a des technologies qui sont un peu impersonnelles. Et avec les personnes qui ont des troubles neurocognitifs, on cherche plus de personnalisation parce qu'on veut donner le maximum d'éléments familiers à la personne pour qu'elle puisse avoir ses repères, puis pour qu'elle puisse justement tirer bénéfice de ça. Donc, je dirais grosso modo, ça serait pas mal ça, les obstacles qu'on rencontre actuellement. C'est sûr que pour surmonter ces obstacles-là, il faut vraiment une approche holistique. Donc, quand on fait des projets de recherche, on essaie vraiment d'aller voir le plus de parties prenantes. Donc, les personnes âgées qui ont les troubles neurocognitifs, leurs proches aidants, les professionnels de la santé, les gestionnaires des milieux de soins, les représentants du gouvernement, etc., pour vraiment avoir une approche holistique et surmonter ces obstacles-là. Donc, c'est pas mal ça pour les obstacles. Merci. On a justement Diane qui nous explique qu'elle utilise un AirTag qu'elle a mis dans le portefeuille de son conjoint pour le localiser sur son téléphone quand elle quitte la maison. Donc ça fait aussi partie des technologies qui existent, mais il y a aussi des enjeux éthiques pour la géolocalisation. Exactement. Comme j'ai dit, il faut avoir le consentement. Puis, il faut voir aussi au niveau réglementaire quand ce genre de technologie peut être utilisé versus quand il ne peut pas. Faut pas oublier aussi que ce n'est pas parce que la personne elle a un trouble neurocognitif qu'elle est automatiquement inapte à prendre des décisions. Donc, tout ça, c'est des enjeux éthiques, bien entendu, qu'il faut adresser. Puis, je pense quand on est vraiment de bonne foi puis qu'on adresse ces enjeux-là, parce que ça reste que le but ultime, c'est vraiment de favoriser la qualité de vie de la personne et son autonomie, sa sécurité. Donc, je pense qu'on est vraiment autour de la table avec des bons arguments, on peut trouver une solution vraiment qui est adéquate pour tout le monde. Merci. On a Carole qui nous demande, peux-tu nous donner des exemples d'aides technologiques pour rappeler d'aller manger à la salle à manger? Je souris parce que c'est un peu ça mon projet de recherche, dans le sens que moi, je suis affiliée au centre universitaire, excusez-moi, le centre de recherche de l'Institut universitaire en gériatrie de Montréal. Puis, dans le laboratoire de ma directrice, Nathalie Bière, on regarde beaucoup les technologies qui peuvent aider justement dans plusieurs activités quotidiennes. Et moi, dans mon cas, c'est la préparation de repas. Donc, j'ai été impliquée vraiment dans plusieurs étapes du projet de développement de cet assistant culinaire-là qui s'appelle Cook, qui vise vraiment à prévenir les situations de risque et aussi offrir des rappels et de l'assistance à la personne pour qu'elle puisse se rappeler de comment faire son repas, de prendre son repas. Puis, ce qui est drôle, c'est que jusqu'à maintenant, les besoins d'assistance pour les personnes âgées ayant la maladie d'Alzheimer sont encore très méconnus. Donc, comment le projet s'est développé, c'est qu'on a mis de côté la partie assistance pour l'étudier davantage. Et là, on est vraiment en train de développer et d'implanter la partie sécurité du système. Donc, recevoir des alertes quand la personne quitte la cuisine en laissant le four allumé, quand la personne laisse le four allumé aussi, quand la personne allume le mauvais rond, etc. On est capable de détecter ces situations-là et de les prévenir. Par contre, les rappels à la personne pour qu'elle prenne son repas, toute l'assistance, les indices pour que la personne fasse un repas adéquat, qu'elle prépare la bonne chose, etc. On a mis ça sur pause, le développement de ces fonctionnalités-là, parce qu'on est en train d'étudier davantage les besoins spécifiques de cette clientèle-là. Donc, quand ils font un repas, quelles sont les erreurs critiques qu'ils font qui font en sorte qu'ils ont besoin d'assistance. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Mais sinon, il y a d'autres technologies qui existent déjà en ce moment. Une technologie qui est utilisée souvent par les ergothérapeutes, c'est le Safe Cook, qui est une technologie, qui est une minuterie qui, si on met 30 minutes, après 30 minutes, le système éteint complètement la cuisinière. Donc, c'est une mesure de sécurité intéressante. Par contre, ça sacrifie beaucoup la liberté et l'autonomie de la personne parce que si la personne veut prendre 45 minutes au lieu de 30 minutes pour faire son repas, elle a le droit, mais elle ne peut pas le faire avec cette technologie-là. C'est un peu ça qu'on essaie de compenser avec notre projet de recherche.
Il y a beaucoup d'intérêt pour l'assistant culinaire. On nous demande s'il est déjà disponible, donc je te laisse répondre. Très bonne question. Ben, il s'agit encore d'un prototype qui est en développement, mais on est vraiment à l'étape. On l'a déjà implanté chez 7 personnes dans une résidence pour personnes en semi-autonome, je dirais. Puis jusqu'à maintenant, c'est quand même un succès. On documente c'est quoi les profils des personnes qui sont le plus propices de tirer bénéfice de cet assistant culinaire-là. Parce qu'il y a des personnes que ça aide beaucoup, puis il y a des personnes que ça aide pas tant que ça. Puis en ce moment, on est vraiment en train d'étudier le profil. Mais le prototype est vraiment, tu sais, quand on est dans le développement, au début, on a un prototype laboratoire. Après ça, on a un prototype amélioré. Après ça, on a un prototype qui est prêt pour le terrain. Puis à la fin, on a un prototype commercialisation. Puis nous, on est rendu à peu près à 75% du processus. Donc, je dirais pas encore, mais bientôt. D'accord, merci. On a Georges qui nous demande à quelle étape on devrait envisager le port d'un bracelet de localisation. Très bonne question, encore une fois. Donc, c'est vraiment une décision, comme j'ai dit tantôt, qui doit être concertée, donc avec le médecin, avec l'équipe de professionnels, l'ergothérapeute, la personne, bien entendu, qui a un trouble neurocognitif, le proche aidant. Mais c'est vraiment selon les besoins de la personne. Il y en a qui vont eux-mêmes vouloir en mettre un. Dès qu'ils ont le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, ils veulent mettre ce bracelet-là pour être vraiment sécuritaire et enlever toutes les inquiétudes et les craintes de leur tête. Il y en a au contraire qui ne vont pas vouloir du tout le porter. Mais moi, je dirais c'est vraiment quand les besoins apparaissent. Donc, quand la personne commence à démontrer des signes d'errance, quand elle commence à se perdre 1, 2 fois et que vraiment ça devient un risque pour sa sécurité et celle des autres à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on peut amener autour de la table pour décider à mettre en place. Merci. Et est-ce qu'il y a beaucoup de projets de recherche actuellement qui vont dans le sens de développer des technologies qui sont efficaces pour soutenir les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif? Ben, c'est une excellente question. Le seul piège que je dirais dans cette question-là, c'est le mot efficace. Parce que quand on parle d'efficacité en santé, on parle souvent d'essais cliniques randomisés. Donc, un essai clinique randomisé, c'est vraiment une étude dans laquelle on a 2 groupes, un groupe contrôle, un groupe aveugle. Je veux dire, un groupe d'intervention, un groupe contrôle. On donne l'intervention, on compare les effets de l'intervention, etc. Avec les technologies, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on ne peut pas vraiment isoler une intervention technologique. C'est souvent chez la personne qu'on l'installe et il y a toutes sortes de facteurs qui vont influencer l'efficacité de la technologie des fois. C'est juste des facteurs environnementaux. Je vous donne un exemple. L'année passée, quand j'ai implanté l'assistant culinaire chez mes participants, il y a eu la fameuse panne d'électricité pendant une semaine. Ben, la technologie, bien entendu, ne fonctionnait pas pendant ce temps-là, mais c'était un facteur environnemental complètement hors de notre contrôle. Donc, l'efficacité, c'est vraiment plus, nous, en technologie, on va parler beaucoup plus d'utilisabilité, d'adoption, d'appropriation de la technologie. Et ça, oui, il y a beaucoup de projets de recherche en ce moment là-dessus. Justement, je voulais en profiter aujourd'hui. Si jamais vous connaissez des ergothérapeutes qui sont intéressés, je mène un projet qui vise à vraiment documenter comment les ergothérapeutes réfléchissent pour prescrire une technologie à une personne qui a un trouble neurocognitif. Donc, je vais mettre mon email un peu plus tard aussi. Lorraine, tu peux le partager. Oui. Vous pouvez me contacter si vous voulez participer au projet de recherche. Donc, au sein de mon laboratoire, il y a le projet Cook, il y a aussi le projet NIRSAPA, qui est vraiment un projet qui vise à offrir des services innovants aux personnes âgées pour rester à la maison, donc soutien à l'autonomie des personnes âgées via des plateformes, agenda électronique, des rappels automatisés, des choses comme ça. Et je ne pourrais pas vous énumérer tous les projets qu'il y a en ce moment, mais c'est vraiment un domaine qui est vraiment en plein essor en ce moment. Donc, vous pouvez suivre, par exemple, le centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie pour voir les nouvelles, voir aussi AgeWell, la Société
Alzheimer de Montréal aussi. Si vous allez sur leur site, vous allez voir tous les projets de recherche qui sont en cours, puis il y en a beaucoup. Merci beaucoup, Amel. Je regarde si on a une dernière question dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous avez une dernière question, on va la prendre. Donc, n'hésitez pas à l'écrire. Je ne vois pas de nouvelles questions pour l'instant. Alors, on va pouvoir conclure ce Facebook en direct. Donc, merci beaucoup, Amel, pour toutes les informations. Donc, on donnera ton contact dans les commentaires. Et merci à tous d'avoir suivi ce Facebook en direct. On se retrouvera le mois prochain pour cette rencontre mensuelle. Et on se retrouve aussi le 1er novembre pour une conférence mémorable. Merci beaucoup, Lorraine, pour l'invitation. Merci encore à la Fédération pour l'invitation. Et si jamais il y a des questions qui surgissent après, ben, vous avez mon contact pour me contacter. Merci.